Mesdames, Messieurs, bonjour. Le jury du dimanche, le deuxième numéro de l'année 2021, reçoit Maître Doudou Ndoye, président de l'Union pour la République, ancien ministre de la Justice. Il a également présidé la Commission nationale de réforme foncière. Bonjour, Maître. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Avocat, vous l'êtes. Oui, merci. Ancien garde des Sceaux, Dakarois. Oui. Lébou. Oui. Sénégalais, bien entendu. Oui. Homme politique. Oui. Républicain. Nous parlerons de la République, si vous voulez. Spécialiste des questions foncières. Et d'autres questions aussi. Ça tombe bien, Doudou Ndoye est donc l'invité qu'il faut pour se prononcer sur une actualité aussi diverse que les sujets brûlants de l'heure. Le statut de la ville de Dakar, le foncier, la justice, la pandémie de Covid-19 et les nouvelles mesures de restriction prises par le gouvernement du Sénégal, la modification de la loi 69-29 relative à l'état d'urgence et l'état de siège, le financement des partis politiques, les prochaines élections dans l'ordre du calendrier électoral, les locales, les législatives et puis l'élection présidentielle, l'élection maire. Maître Doudou Ndoye, commençons d'abord cette émission par Diary Sow, cette brillante élève, étudiante sénégalaise qui a été meilleure élève du Sénégal par 2 fois, portée disparue en France parce qu'elle étudie actuellement au lycée Louis Grand à Paris. Vous avez suivi cette actualité préoccupante? Je suis très honoré d'être reçu par vous pour tenter de comprendre et de faire comprendre ce que j'ai compris. Mais vous commencez par l'humain. Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un au téléphone et je lui disais que les voix du reste de ma vie et de mon existence sont consacrées à mes petits-enfants et à mes enfants. Et lorsqu'il s'agit d'enfants et de petits-enfants, notamment des filles qui sont l'avenir de notre nation, nous devons tous nous en émouvoir. Et moi le premier. Et je souhaite que les autorités sénégalaises et surtout les autorités françaises fassent toutes les recherches et toutes les enquêtes qui nous permettront de retrouver cet enfant-là. Il y a beaucoup d'incidents de ce genre dans le monde entier, nous le savons. Mais le rôle de la police, le rôle des enquêteurs, c'est d'aider les parents, de rechercher. Il faut que tout le monde cherche. Alors, aurions-nous causé un tort sans peut-être le savoir à Diary Sow en la surmédiatisant, comme on surmédiatise d'autres enfants, d'autres adolescents et adolescentes? Ah non, pas du tout. Il faut soulever le monde entier à rechercher cet enfant-là. Si tout le monde connaît son visage, il se pourrait qu'accidentellement, quelqu'un se souvienne l'avoir vu, quelque part. Mais c'est ça le sens des enquêtes. Oui, avant même la disparition, la surmédiatisation. Vous savez, oui. Où c'est normal. Toutes les filles belles peuvent être surmédiatisées. Oui. Tous les sportifs de haut niveau sont surmédiatisés. Tous les grands journalistes des télévisions sont surmédiatisés. Et surtout quand ils sont brillants. C'est le monde actuel. Oui. Toutes les personnes brillantes par un talent ou par un don de la nature sont connues. Mais maintenant, on doit faire en sorte d'encore la surmédiatiser pour que le monde entier puisse reconnaître ce visage et accidentellement nous dire « elle est là, je l'ai vue, je l'ai rencontrée ». Mais c'est comme cela qu'on peut la retrouver. Il faut continuer. Oui, et souhaitons que Diary Sow soit retrouvé très rapidement. Il faut continuer à surmédiatiser. Alors, maître, je vous vois muni de la Constitution que vous commentez. Je vous vois également avec un document qui parle de l'indépendance de la justice. Parlons de la Constitution qui est certainement votre bréviaire. La Constitution sénégalaise est-elle suffisamment garante de l'équilibre des pouvoirs, des droits, des libertés? Autrement dit, question naïve, avons-nous une bonne Constitution? Je vous remercie d'aborder une question, la question sénégalaise. Je ne dis pas une question, je dis la question sénégalaise. La vraie question sénégalaise est celle de notre Constitution.
Moi je dis et je prétends que nous n'avons pas de constitution. Ah bon? Non. Comment ça? Selon ma conception des relations dans une nation, une constitution, c'est le lien de droit entre toutes les composantes de la nation. Je vous donne un exemple banal. Vous êtes peut-être, si je me trompe, d'origine pulaar. Et vous avez dit tout à l'heure que je suis lébou. Qu'est-ce qui peut unir aujourd'hui un pulaar d'un lébou? En dehors de ce que furent les lébous. Les lébous avaient toujours été ouverts, ils ont toujours accueilli tout le monde. Mais je dis aujourd'hui, qu'est-ce qui constitue le ciment entre le pulaar, le lébou, le sérère, le diola, le ceci, le mandingue? Qu'est-ce qui constitue le ciment entre le chrétien, le musulman, l'animiste? Qu'est-ce qui constitue le ciment entre le policier, le fort, le faible? Alors, toute cette diversité dans une nation qui peut se confronter tous les jours sont scellées par une constitution qui fonde ce que nous sommes et qui prépare ensemble ce que nous voulons être. Et vous dites que nous Nous n'avons pas de constitution. Ah bon? Je n'ai pas dit que Expliquez-nous. nous n'en avons pas. Oui. Avant 1958, nous étions colonisés. Territoire d'Afrique colonisé. Une partie de la France, une faible partie de la France. À cette époque, on a cherché à être libéré, pour être indépendant. Et au même moment, la France retrouve le général de Gaulle, qui revient en 1958, qui devient chef de l'État français et qui cherche ses pleins pouvoirs par un référendum. Et le général de Gaulle crée une constitution française en 1958. Et à partir de 1959, les indépendances de l'Afrique de l'Ouest commencent. Le Sénégal était réellement indépendant en 1959 avec le Mali. Et c'est là où on a créé la Fédération du Mali. Et quelle était cette constitution? La France a envoyé ses juristes au Sénégal et à Bamako. Ils ont écrit, ils ont transcrit la constitution française en Afrique. C'est tout. C'est la constitution française qui a été recopiée pour être africanisée. C'est cette constitution qui est toujours là aujourd'hui. Oui, c'est le fondement qui est toujours là et on l'a empiré. Ce fondement, c'était les liens entre les Français de France à travers l'ambition du général de Gaulle. Et c'est cela qui nous a été transposé. Et je vous donne un exemple. Si vous prenez notre constitution, toutes les constitutions sénégalaises, 1959, 1963, ensuite, avec toutes les modifications, 17 ou 18 jusqu'à maintenant, Oui. La première phrase, c'est la République du Sénégal. C'est pour cela que tout à l'heure, je vous ai dit, on parle de la République. Lorsque vous m'avez dit républicain, je n'ai pas dit oui, j'ai dit on parle de la République. On a dit la République du Sénégal, Oui. la République du Mali, la République de Côte d'Ivoire. Mais on dit la République française. Pourquoi on ne dit pas la République sénégalaise? Parce que la France considère qu'elle est propriétaire de la notion de République et que nous sommes des territoires à qui on a confié des partis ou des comportements républicains. C'est ça le sens constitutionnel. Très bien. Et donc, nous ne sommes pas une république, nous sommes des cédules de la République française. Si je suis votre logique, que faudrait-il faire Reprendre toute la pour avoir une constitution sénégalaise? Prendre cette constitution, rassembler les Sénégalais aptes à discuter de ça. Cela avait été fait, c'est ce qu'on avait compris, non? Avec le président Abdoulaye Wade. Il n'a jamais rien fait. Comment ça? Abdoulaye Wade n'a jamais rien fait sur la Constitution. Abdoulaye Wade, président de la République, a pris Madi Kenyan, ministre de la Justice, avec ses quelques amis, avec ses quelques confiances. Il a rédigé sa Constitution à lui, en reprenant tout ce qu'il a trouvé et en ajoutant ce qui lui convient. Et il a même été jusqu'à violer les règles de la Constitution existante pour nous amener à voter sa Constitution à lui par référendum. Je l'ai démontré, je l'ai écrit, personne ne l'a contesté, personne ne le contestera. Parce que je l'ai écrit en 2001 dans un livre.
Tous les professeurs de droit constitutionnel sont là, personne ne l'a jamais contesté. Son successeur, le président Macky Sall, a également organisé un pire. référendum. Il a fait pire. En 2016. Il a fait pire. Il a pris la constitution senghorienne, ensuite la constitution de Abdoulaye Wade de 2001. Il est venu en 2016. Il nous a fait voter un référendum en 2016. Et je vais vous faire un aveu que j'ai déjà dit quelque part. Je ne suis pas allé voter. Je ne suis pas allé voter. Vous êtes abstenu? Non, je ne me suis pas abstenu. Je ne suis pas allé voter. Oui. C'est pire. C'est pour que vous sachiez aujourd'hui que je ne l'ai pas voté. Si j'ai été voté, je n'aurais pas pu dire je ne l'ai pas voté. Très bien. Et pourquoi? Parce que cette constitution que notre président Macky Sall nous a modifiée, oui, comporte des dispositions qu'aucun Sénégalais ne devait voter. Je dis aucun. Qui sont les pires dispositions constitutionnelles dans ce qu'on appelle une république. Un ou deux exemples, très rapidement. Le premier exemple, oui. Article 6, qui intéresse tous les Sénégalais, tous, et lui compris, oui, parce qu'il existe et il a de la famille. Prenons l'article 6. Cette constitution dit de façon claire, titre tel, le pouvoir exécutif. Il est représenté par le chef de l'État. Titre tel, le pouvoir législatif, il est représenté par l'Assemblée nationale. Titre tel, le pouvoir judiciaire, représenté par les cours et tribunaux, etc. Donc il y a 3 pouvoirs. On a pensé à Montesquieu, parce que nous avons beaucoup hérité de choses qu'on ne comprend même pas. On les mélange avec tout et on croit s'en sortir. Et l'article 6 vient dire, les institutions de la République sont, et ça c'est de notre président, monsieur le président Macky Sall. Les institutions de la République sont le président de la République, pas de souci. Il est au cœur du système. L'Assemblée nationale, pas de souci. Le gouvernement, à cette époque, il y avait un Premier ministre. Le gouvernement était institutionnel. Mais lui, il vient de dire, le 31 décembre, qu'il n'y a pas de Premier ministre et aucun Premier ministre n'a jamais eu un pouvoir. Donc, il n'y a pas de gouvernement institutionnel, il n'y a que lui. Mais on ne le modifie même pas, le gouvernement reste institution. Or, il n'est plus une institution constitutionnelle, le gouvernement. Ensuite, il dit, le Haut Conseil des collectivités territoriales, un conseil, etc. Ensuite, le Conseil économique, social et environnemental. Et ensuite, il vient dire le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des comptes et les cours et tribunaux. La justice, pouvoir judiciaire constitutionnel, 3e pouvoir judiciaire constitutionnel, est la 6e institution publique du Sénégal. Après, un Conseil économique, social et environnemental, après un conseil des collectivités territoriales et après un gouvernement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un secrétaire d'État au Sénégal est plus important constitutionnellement que le président du Conseil constitutionnel. Comment cela a pu échapper à tout le monde? Mais c'est leur affaire. Ils sont des professeurs, mais ils n'ont qu'à lire. Là. Mais c'est pourquoi je ne suis pas allé voter. Est-ce que vous aviez alerté? Mais je n'ai pas alerté. Tout le monde a écrit. Tout le monde parlait. J'ai dit, je ne vais pas voter. Il y aura un jour où je prouverai pourquoi je ne suis pas allé voter. Je vais plus loin. Le Haut Conseil des collectivités territoriales, on le connaît. Ce n'est pas une question de personne. Comment le Haut Conseil des collectivités territoriales, sa présidente, qui est ma sœur, qui est mon amie, peut-elle passer avant le président de la Cour suprême et avant le président du Conseil constitutionnel du Sénégal? Comment le président du Conseil économique, social et environnemental peut-il passer avant le Conseil constitutionnel qui déclare le président de la République élu? Et qui est le gardien de la Constitution. Et qui est le gardien de la Constitution. On a pris la justice. Je vais aller plus loin. Oui. Et c'est pire ce que je dis que ça. Ça, c'est une question institutionnelle. On a pris la justice dans cette Constitution qu'on a mis au plus bas possible. Et cela se traduit par d'autres choses. C'est pourquoi je dis, nous n'avons pas de Constitution. Parce que si on commence par la Constitution en disant la République du Sénégal, et on dit là-bas la République française, ça veut dire que nous sommes un codicile de la France, nous sommes un territoire. Je rappelle que nous recevons dans cette émission le jury du dimanche iRadio ITV, Maître Doudou Ndoye. Nous allons revenir sur la Constitution, mais permettez quand même qu'on aborde une question d'actualité. C'est la pandémie de Covid-19, avec d'ailleurs des cas qui augmentent. Ce samedi, on a noté 208 cas communautaires et plus d'une centaine de cas contacts avec 13 décès. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, comme on a l'habitude de le dire,
Maître Doudou Ndoye, le juriste que vous êtes, trouve-t-il opportune la modification de la loi 69-29 du 29 avril 1969 relative à l'état d'urgence et à l'état de siège pour permettre au chef de l'État de prendre des décisions d'urgence que requiert une situation de catastrophe sanitaire ou naturelle, comme c'est le cas actuellement avec la pandémie? Le chef de l'État a été élu pour diriger notre nation. Toutes les questions d'opportunité relèvent de lui. Devant cette pandémie qui agresse le monde entier, qui agresse tout le Sénégal, je ne dis même pas agresser parce que c'est un peu la volonté divine, mais qui constitue un danger pour chacune de nos vies, il relève du pouvoir exécutif de prendre toutes les mesures opportunes pour nous aider à vivre avec le virus. Vivre avec le virus ne signifie pas manger le virus. Signifie savoir qu'il est notre compagnon. Et quand on a un compagnon nocif, il faut se prémunir contre sa nocivité. Chaque jour, se masquer, se laver les mains, accorder des distances, soigner vite, confiner. Mais c'est ça, vivre avec le virus. Est-ce que ces mesures exceptionnelles peuvent se comprendre? La mesure exceptionnelle, c'est une mesure législative réglementaire. Maintenant, comment le pouvoir exécutif applique-t-il ces mesures-là? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que le pouvoir exécutif l'applique bien ou l'applique mal? Moi, je dis que c'est un peu tardif. Mais ce n'est pas irrégulier. Mais c'est un peu tardif. Ah oui? Pourquoi? Gouverner, c'est prévoir. Vous n'êtes pas satisfait de la gestion de la pandémie par le gouvernement? Aujourd'hui, je dirais que cette pandémie est là depuis longtemps. Le gouvernement devait penser l'économie, le social et le sanitaire. Je suis partisan de ça. L'économie, le social et le sanitaire à la fois. Le gouvernement a bien pensé à un moment donné à l'économie, au social et au sanitaire. Mais à un moment donné, le gouvernement a semblé oublier le sanitaire, a laissé les gens se rassembler partout, a laissé les gens aller dans les grandes cérémonies religieuses que nous connaissons. Et malheureusement, voilà, nous en payons le prix. Ah oui, vous êtes en train de dire que c'est cela qui a créé cette situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est tout qui a créé les situations. Oui. Dans les marchés, dans les rues, dans les bureaux, dans les cérémonies religieuses que nous connaissons, et je dis toutes, je n'enlève aucune exception. Mais c'est tout cela qui nous a créé la situation dans laquelle on est. Parce que quand les gens y viennent, après ils se dispersent dans le monde entier. Qu'est-ce qu'ils emportent avec eux? Ils gardent le virus pendant 3 semaines en eux. Personne ne peut suivre 1 million de personnes. Le gouvernement aurait pu être gouvernement. Et savoir que tant que la pandémie n'est pas finie, on doit astreindre tout le Sénégal, je dis bien sans aucune exception, aux mêmes règles. Et le gouvernement ne l'a pas fait. Aujourd'hui, que le gouvernement se trouve devant l'impossible, le gouvernement tente et je dis les lois sont régulières. C'est opportun. Mais malheureusement, ils auraient pu le faire il y a bien longtemps. Et elles sont conformes, cette modification, elle est conforme à la Constitution? Ce sont des lois qui ont été modifiées. Oui. Mais des lois ne sont modifiables que par des lois. La question constitutionnelle ne peut pas se poser. Ça ne vous gêne pas. Quand on prend une loi, on peut prendre une loi qui viole une constitution. On peut prendre une loi qui viole une constitution. Mais à condition de prouver que la loi qui a été prise a violé la constitution. C'est le sens de ma question. Mais moi, je ne crois pas. Le chef de l'État, titulaire du pouvoir exécutif, se voit investir par le Parlement de pouvoirs exceptionnels prévus par une loi exceptionnelle pour veiller à la santé des populations. Laissons-le veiller sur notre santé. C'est mon point de vue. Des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, le président Macky Sall, le 31 décembre, a défendu qu'il y a un vrai équilibre des pouvoirs. Il s'est même prononcé sur le Conseil supérieur de la magistrature parce qu'il y a l'UMS qui veut que le chef de l'État ne préside plus le Conseil supérieur de la magistrature. Bon, lui, il n'est pas de cet avis, mais il pense que cette constitution sénégalaise garantit l'équilibre entre les 3 pouvoirs. Pour revenir à notre sujet de tout à l'heure. Avec le respect que je lui dois et que je lui témoigne, je ne partage ni son point de vue, ni celui de conseillers qui lui ont inspiré ça.
la Constitution du Sénégal ne garantit aucun équilibre de pouvoir. Mais je vais plus loin. Je vais plus loin. Et la question s'est posée à l'occasion de l'interview de M. le Président de la République, lorsqu'on lui a rappelé que la magistrature sénégalaise réclame une certaine attitude dans le Conseil supérieur de la magistrature. Et il a dit, je l'ai suivi, il a dit les magistrats sont indépendants, parce qu'il a fait comme ça, quand ils jugent librement, et le président de la République est président du Conseil supérieur depuis Senghor. Ça ne changera pas, c'est ce qu'il a dit. Mais c'est une hérésie de dire un truc comme ça. C'est une insulte au passé et à l'avenir. Rien ne changera. Qui ose dire ça dans sa vie? Vous avez été ministre de la Justice. Quand même, ça ne date pas d'aujourd'hui. On est bien d'accord. Oh, c'est toujours constant. Oui. Spirituellement. Oui. Je voudrais dire qu'il n'a pas raison. Et je vais vous dire pourquoi. Il est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il préside ce conseil avec le garde des Sceaux. Le Conseil supérieur de la magistrature prend des décisions sur la carrière et la vie des magistrats. Je trouve ça normal. D'autant plus que, pour qu'il ne soit plus président du Conseil supérieur, il faut modifier la Constitution. C'est la Constitution qui dit le chef de l'État préside le Conseil supérieur de la magistrature. C'est la Constitution qui le dit. Je reviens à la théorie du chef de l'État, que je déclare comme fausse, anormale, déraisonnable à la limite. Excusez-moi de ces mots-là. Le président du Conseil supérieur de la magistrature qu'il est, prévu par la Constitution, il préside ce conseil qui tranche, qui parle, qui décide de l'avenir des magistrats. Les magistrats veulent qu'il ne soit plus le président. Moi, je dis que ce n'est pas le vrai débat. Il peut rester président du Conseil supérieur de la magistrature parce que la Constitution le prévoit. Mais je dis, il est président pour faire quoi? C'est ça qui est important, ce n'est pas les titres. Qu'est-ce qu'on fait avec? On s'occupe dans le Conseil du statut des magistrats. Les magistrats se plaignent de leur statut. Voilà la complainte. En disant le chef de l'État, président du Conseil supérieur, peut prendre des décisions qui ne sont pas conformes à notre statut. Il y en a. Et il y en a tous les jours. Les magistrats qui sont affectés, soi-disant, entre guillemets, je l'ai fait, monsieur. Ce dont je parle, je l'ai moi-même fait. Mais je dis, quand je le faisais, je croyais que c'était bon. Mais 20 ans après, quand on me démontre que c'est mauvais, on doit y réfléchir. Parce que la vie ne s'arrête pas un jour. Qu'est-ce qui est mauvais? Que le chef de l'État ne continue plus de présider le Conseil supérieur de la magistrature. Mon point de vue est qu'il peut et il doit présider le Conseil supérieur. Là, vous êtes en phase avec lui. Mais je ne suis pas en phase avec lui, je regrette. Laissez-moi dire pourquoi. Oui. Ne m'obligez pas à vous dire oui. Moi, je pose des questions. Donc, écoutez la réponse, s'il vous plaît. Je ne suis pas du tout en phase avec le chef de l'État. S'il vous plaît, ne le dites plus jamais. Moi, j'explique l'erreur qu'il a commise. Oui, non, moi, je parle de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. Ça ne veut rien dire. Présider le Conseil supérieur de la magistrature n'a aucun intérêt. Oui. Pour moi. Qu'est-ce qui est important? Écoutez-le. On vous écoute. Voilà. Le chef de l'État préside le Conseil supérieur de la magistrature, oui. Mais pour faire quoi? C'est le quoi qui est important. Pour décider avec les magistrats du statut et de la vie des magistrats. Mais les magistrats disent que ce qui se fait là-bas n'est pas bon. Notre statut est souvent violé. Nous demandons que nos statuts soient corrigés. Donc, il faut qu'on corrige le statut de la magistrature pour que chaque magistrat ait la garantie que le Conseil supérieur de la magistrature, présidé par le chef de l'État, ne prendra pas de décision arbitraire contre lui. Mais c'est démontré, personne ne l'a contesté. Il est là, je l'ai écrit devant le garde des Sceaux, je l'ai démontré, je l'ai expliqué. Et les magistrats eux-mêmes le disent et le demandent. Donc le chef de l'État doit présider le Conseil supérieur, mais modifier les lois qui gouvernent les magistrats pour qu'ils se sentent plus indépendants de lui. Pour qu'il n'ait pas peur de rendre une justice qui ne lui convienne pas. Parce que quand on rendra une justice qui ne convient pas au chef de l'État, croyez-moi, je l'ai fait une fois. Il saura vous déplacer. Ne vous en faites pas. Donc, il faut que les magistrats aient une garantie dans leur carrière. C'est ce qu'ils demandent. Et c'est ce que le barreau demande. Et je vais vous dire pourquoi. Sans barreau, pas de magistrature. Sans magistrature, pas de barreau.
L'avocat doit avoir le sentiment, quand il est en face d'un juge, que ce juge rend la justice librement. Et pour qu'il rende la justice librement, il faut qu'il sache que ce juge n'a peur de rien d'autre que de Dieu et de son savoir. Donc c'est une relation dialectique entre les 500 avocats du Sénégal et les 500 magistrats. Nous participons à la même œuvre et nous luttons pour l'indépendance de la justice, du magistrat et de l'avocat. Suivant votre raisonnement, la justice ou la magistrature c'est la même chose. C'est un bol. Est-elle indépendante? Non. Non. Et le chef de l'État a commis une autre erreur. Mais ce n'est pas sa faute. Je ne peux pas reprocher à quelqu'un qui n'est pas juriste de connaître l'erreur de droit. Le président de la République dit que le juge, il a dit, je me souviens de sa main, quand le juge, il est tout à fait indépendant. Mais c'est faux, absolument faux. Les lois du Sénégal, notamment en matière pénale, une bonne partie des lois du Sénégal, notamment en matière pénale, font que lorsque le procureur de la République dit à tel juge d'instruction, vous faites ceci, il est obligé de le faire. Or, ce procureur de la République dépend du procureur général, qui dépend du ministre de la Justice, qui dépend du président de la République. Et lui-même l'a dit dans son interview. Que ça monte en responsabilité jusqu'au chef de l'État. Alors, comment dans les lois du pays, on peut mettre que ces juges-là ne sont pas indépendants? C'est écrit dans leur décision, lorsque le procureur réclame telle décision. Il n'y a pas d'indépendance, même dans le sens de l'exemple que le chef de l'État a donné. Il n'y a pas d'indépendance. A fortiori dans mon sens. Que faut-il faire pour garantir cette indépendance? Il y a Mais il faut modifier ces lois-là. Oui, cette vieille revendication ou chanson qui est souvent sortie. Il faut couper le cordon ombilical entre le parquet et le ministre de la Justice. Non, c'est plus complexe. Oui. J'ai été garde des Sceaux. Il ne faut pas l'oublier, c'est beaucoup plus complexe. Le garde des Sceaux, comme le ministre de l'Intérieur, comme le ministre des Forces armées, ils sont chargés de la sécurité publique. Donc l'ordre public doit être protégé par le gouvernement. Il faut qu'il y ait un procureur de la justice dont on ne coupe pas le cordon qui le lie avec le ministre de la Justice. Parce que le ministre de la Justice veille sur l'ordre public, il doit avoir un procureur à son service. Mais il ne faut pas que les lois du Sénégal obligent le juge à faire ce que le procureur demande. Parce que c'est le juge qui garantit notre liberté. Alors, si le juge garantit notre liberté et que le juge doit obéir au procureur qui obéit au pouvoir politique, où iront les opposants? Vous me parlez de République, c'est ça la République, c'est de défendre tout le monde, partisans et opposants. Jury du dimanche, iRadio, ITV, Maître Doudou Ndoye, c'est la défense de tout le monde, oui. Les partisans et les opposants, parce que c'est la défense de la loi et des libertés. Maître Doudou Ndoye est notre invité. Il y a des gens, quand on les arrête, cela peut conduire le pays dans le chaos. C'est aussi une déclaration du président de la République le 31 décembre. Est-ce que cela peut se comprendre? Moi, je peux vous parler un peu de l'histoire du Sénégal. Dans les années 60, le plus haut personnage du Sénégal de l'époque, qui s'appelait Mamadou Dia, avait été arrêté. Par la suite, à l'époque, l'un des plus hauts personnages des systèmes maraboutiques, qui s'appelait Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, a été à Rebeuss. J'étais là. Je parle d'événements que j'ai vécus. Et beaucoup qui en parlent ne l'ont pas vécu. Par la suite, le fils de ce même Cheikh Tidiane Sy, Serigne Moustapha, a été aussi arrêté, a été en prison. Dans l'ordre politique, M. Karim Wade, fils de chef d'État, a été en prison. M. Khalifa Sall, maire de Dakar, a été en prison, etc., etc. Est-ce qu'il y a une personne aujourd'hui au Sénégal qui, dans cet ordre d'idée de poursuite judiciaire, cette personne-là est plus importante que cet ensemble réuni? Je ne vois pas une personne qui, dans l'ordre de la République, a plus de considération que cet ensemble réuni. La République, on peut en parler, je suis républicain, je ne suis pas républicain. Comment se définit la République? Nous sommes un territoire. Nous ne sommes pas une république. Très bien. Quand on dit nul n'est au-dessus de la loi, cela doit s'appliquer à tout le monde, bien entendu. Ça va de soi. Avec douceur, avec considération, avec des petites combines. Nous l'avons tous fait.
Vous l'avez fait. Tout le monde l'a ministre de fait. la Justice. Mais bien sûr. Qu'aviez-vous fait? J'ai fait pire pour l'intérêt du Sénégal. Quoi? Il y a une personne et des personnes qui avaient été arrêtées de mon temps. Des douaniers qui avaient commis de graves délits de piraterie contre des bateaux. Il y avait un bateau grec qui avait été arraisonné au large de Dakar. Il y avait des milliards de marchandises, arraisonnement à tort, fautif, piraterie, fait par nos fonctionnaires. Et puis les marchandises ont été sorties, partagées entre des hommes d'affaires sénégalais et des fonctionnaires. Ils ont été arrêtés et mis tous en prison. L'armateur grec a porté plainte contre le Sénégal devant la Cour internationale de justice. J'étais garde des Sceaux. Ce douanier avait été mis en prison. Mais j'ai appris que les compagnies d'assurance de Londres allaient doubler les primes d'assurance de tous les bateaux qui se dirigeront vers les côtes du Sénégal. Alors, si on doublait toutes les primes d'assurance, outre les bateaux qui vont avoir peur de dire « je ne vais plus au Sénégal », vous aurez du riz au Sénégal. On n'aura plus de riz, on n'aura plus d'huile, ce sera la mort du pays, parce que les bateaux nous livraient tout. Qu'avez-vous fait exactement? Il faut que je vous l'explique, c'est pour ça que je vous dis la cause. Oui. Alors, je me suis dit, si le Sénégal lui-même condamne ces douaniers-là, le Sénégal aura établi la preuve que l'arraisonnement est délictuel. Et les Grecs gagnent contre nous, obligatoirement. C'est nous qui aurons dit que nos douaniers ont fauté. Donc il n'y a plus de procès. Et en ce moment, tout ce que je crains aura été fait. Parce que les primes auront été augmentées. Ouais. Le Sénégal aura été considéré comme à l'époque l'un des ports du Nigeria qui était craint. Et j'ai dit, il faut sauver ce pays. Pour sauver ce pays, il faut faire en sorte que nous ne condamnions pas notre douanier et amener le dossier là-bas pour faire tuer le Sénégal. Vous les aviez fait libérer? Je ne les ai pas fait libérer. Je vais vous dire quoi? J'ai été plus intelligent que ça. J'ai appelé le juge d'instruction qui les gardait en prison. C'était mon copain de football. Vous savez, les sports collectifs, ça crée beaucoup d'amitié. On était jeunes, 15 ans, 16 ans, on était juniors dans les équipes de football de Dakar. Je lui ai dit, mon cher ami, vous savez, moi je suis garde des Sceaux, je n'ai aucun pouvoir sur vous. Et je lui ai raconté ça, ce que je viens de vous dire. Je lui ai dit au revoir. Je lui ai raconté ça, je lui ai dit au revoir. 2 semaines après, on m'a dit, il les a sortis, il les a donnés un non-lieu. Donc, ça, c'était un juge intelligent. Mais, oui, mais un ministre de la Justice qui parle ainsi aussi, c'est une pression douce. On peut l'interpréter de cette façon. Mais dans tous les pays du monde, il n'y a pas un pays dans le monde entier, depuis que le monde existe, où celui qui gouverne n'arrange pas des situations. Oui, quand celui qui gouverne, qui dit, il y a des gens, quand on les arrête, non. Cela peut plonger le pays Il dans le chaos. ne doit pas le dire. Oui. Il ne doit pas le dire. Mais il peut le faire. Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas? Mais attendez, soyons lucides. Qu'est-ce qu'on ne fait pas dans sa propre maison? Vous voyez quelqu'un qui gouverne un pays, qui doit veiller sur l'ordre public. L'ordre public, c'est votre vie, c'est la mienne. Et qui ne fait pas des petits arrangements. Mais il ne doit pas le dire. Il ne doit pas le dire. Ça se fait dans tous les pays du monde, depuis que le monde existe. Et ça se fera toujours. Reprenez votre Mais je dis, il ne doit pas le dire. Très bien. C'est une grosse erreur que de dire au Sénégal, tout le monde n'est pas égal devant la loi. C'est ce qu'il a dit. Reprenez votre constitution. Il y a un article qui fait débat. Déjà, quand il s'est agi de la candidature du président Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, nous sommes rattrapés également par ce débat sur la 3e candidature ou le 3e mandat. L'article 27, je cite de mémoire, si je me trompe, vous me rectifiez. Quelle intelligence vous êtes. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. N'est-ce pas? Oui. Renouvelable une fois. Oui. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Oui. C'est exactement ça? Oui. Oui, allez-y. La durée du mandat du président de la République est de 5 ans. De 5 ans. Ils ne peuvent exercer plus de 2 mandats consécutifs. Alors, quelle est votre compréhension de cet article 27? Je suis en train de dire, de rendre hommage à votre intelligence, à votre perspicacité. Je pose juste une question que tout le monde se pose. Non, vous n'avez pas fait que poser une question. Oui, allez-y. Vous avez posé l'équation. Oui. Parce que vous avez dit candidature ou mandat. Oui. Vous avez commencé comme ça. Et je dis, vous avez posé l'équation. Oui. Le président Macky Sall peut être candidat
il peut être candidat. Aucune loi, aucune constitution ne lui interdit d'être candidat. En 2024. Aucune loi, aucune constitution ne lui interdit, tant que cette constitution existe là, constitution que je n'ai pas été votée, que j'ai rejetée, sans bouger de ma maison, tant qu'elle existe, personne ne pourra l'empêcher d'être candidat. Je dis bien candidat. C'est pourquoi je vous dis, vous êtes perspicace, vous avez dit candidat, vous avez dit mandat. Prenons le code électoral. Commençons par le code électoral. Le code électoral dit peut être candidat à la présidence de la République, telle personne qui remplit telle et telle condition. Mais le code électoral n'a pas dit ne peut pas être candidat celui qui est président de la République. Il a dit peut être candidat, telle personne. Et la Constitution dit ce que vous avez dit. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Mais l'article qui suit, les articles 28 et 29, parlent de candidature. Mais monsieur, moi j'ai été 2 fois candidat à la présidence de la République, avec 0,000%, mais je n'ai jamais exercé de mandat. Tous les candidats à la présidence que vous avez connus n'ont pas exercé de mandat. Le mandat dépendra de la de décision l'élection du peuple. Ah, vous êtes perspicace. Oui. Maintenant, si Macky Sall est candidat, moi je suis affirmatif. Aucun conseil constitutionnel n'aura le droit, sur cette constitution, de dire vous ne pouvez pas le faire. La question est importante maintenant. S'il est battu aux élections, c'est fini, on n'en parle plus. Mais s'il gagne, c'est là où la question du 3e mandat va se poser. Oui. Oui. Mais d'accord. Il y en a qui rappellent qu'il a tenu des déclarations antérieures On va arriver à ça. disant que si j'étais réélu, considérer que ce serait mon dernier mandat. On est sur le droit. Oui. Tout à l'heure, Le rapport entre les déclarations et la Constitution, c'est quoi? Toutes les déclarations qu'il a faites le 31 décembre dans ses interviews, la plupart, je les ai écartées. Oui. Les déclarations sont des déclarations. Je parle de la Constitution, pour le moment. Il y a des étapes dans les débats. Moi, je ne mélange pas les choses. Le droit et le fait, ou le fait politique. Le droit, c'est ça, actuellement. Le droit, c'est le code électoral collé à ça. C'est rien d'autre. C'est ça le droit. Quiconque se dit juriste doit répondre à cette question que je pose. Je parle de droit seulement. On arrivera aux déclarations. C'est un autre phénomène. Il ne faut pas confondre les phénomènes dans la société. Ça, c'est du droit. Au sens des lois et de la Constitution du Sénégal, toutes les candidatures de qui que ce soit, aucune n'est interdite pour raison de mandat. Le président Macky Sall peut être candidat, mais je vous dirai mon point de vue. Pour l'instant, je parle de droit. Moi, je ne mélange pas mes états d'âme avec le droit. Oui. Je vais vous trouver sur votre question. Je vous assure, je n'ai pas le choix. Je suis obligé, en parlant de droit, de dire tout ce que je veux dire. Oui. Je n'ai pas le choix. Sinon, je vous conduis moi-même dans l'erreur. D'accord, mais permettez-moi. Oui, je vous permets. Il a été élu déjà pour un mandat de 7 ans. S'il a fait 50 mandats, il peut être candidat. Hein, S'il a fait déjà 50 mandats, il peut être candidat. Ah bon? On parle de 2 choses différentes. Ah oui? Écoutez-moi un peu. S'il a fait 5... Et que fait-on du nul ne peut... Mais j'ai dit, nul ne peut n'existe que lorsqu'on gagne des élections. Je suis affirmatif. Je parle de candidature, différent de mandat. Mais moi, j'ai été 2 fois candidat. Est-ce que j'ai exercé des mandats? Mais répondez-moi, je n'ai pas exercé ce mandat. Mais il peut être candidat. Candidat n'est pas mandat. Nous sommes des juristes, je parle comme homme de droit. Mais il y a la lettre et l'esprit. L'esprit, c'est ça. Et la lettre à la fois. Il n'y a pas d'esprit. L'esprit viendra s'il gagne. Et c'est là où on arrivera à l'esprit. Très bien. S'il perd, attendez, oui. S'il est candidat et s'il perd, oui. La question ne se pose plus. S'il est candidat et qu'il gagne, c'est là où la question se pose. Mais encore la question constitutionnelle. Oui. Et en ce moment, on aura un grave problème constitutionnel que Abdoulaye Wade a résolu en faisant son référendum de 2001, que le général de Gaulle a résolu en faisant sa constitution de 1962. Moi, je parle de constitution et d'histoire constitutionnelle. C'est quoi ce grave je ne suis pas un juriste qui vient d'arriver. C'est quoi ce grave problème? Ce grave problème est qu'en 1962, le général de Gaulle a violé la constitution française pour soumettre l'élection du président de la République française au suffrage universel. Et le Conseil constitutionnel français
et le Conseil d'État français. Et on dit que la volonté populaire est au-dessus de la Constitution. Et pour nous, et Abdoulaye Wade, pour nous, a utilisé le même raisonnement en 2001. Et voilà ce que le Conseil constitutionnel du Sénégal dit. Et voilà ce que le Conseil d'État du Sénégal dit, je vous l'offre. Ils disent que la volonté populaire, lorsqu'elle s'exprime, je ne peux pas trancher. C'est le peuple qui est au-dessus de la Constitution et des lois. Arrangez-vous donc pour qu'il ne gagne pas, parce que s'il gagne, personne ne l'empêchera de faire un troisième mandat. Et en 2024 aussi. Et 2032, je dis 2095, c'est le 75e mandat. Tant que cette Constitution n'est pas modifiée, il peut être candidat 100 fois. Il gagnera 100 fois, aucun Conseil constitutionnel ne dira non. Je suis clair? Bon, je crois que le public a compris. Je souhaite en tout cas que le public J'ai dit vous ait compris. Ceux qui sont contre lui, ils doivent s'arranger politiquement, dans la paix, pour avoir l'électorat qu'il faut et le vaincre. Voilà la vraie question. Et l'empêcher d'avoir un troisième mandat. Mais et le vaincre, s'il est vaincu, il est vaincu. Mais s'il gagne, le droit fait de lui le président. S'il gagne, le droit constitutionnel fera de lui notre président. Oui. Alors, il nous reste 7 minutes, je crois. Et on va être obligé d'accélérer la cadence parce qu'il nous reste 3 gros thèmes au moins. Le statut de la ville de Dakar, c'est agréable, la le cadence. Financement des partis politiques, mais aussi la réforme foncière. Il ne faut pas vous priver de votre présence. Mais parlons du financement des partis politiques. C'est une question qui a fait débat avec le communiqué du ministre de l'Intérieur. À propos de la collecte de fonds, la campagne de collecte de fonds internationale lancée par PASTEF, qui a collecté en quelques heures 125 millions de francs CFA. Et le ministère ou le ministre de l'Intérieur a rappelé que cela violait la loi et que ce parti risquait la dissolution. Quel est votre avis sur cette question? Je trouve que M. le ministre de l'Intérieur vient d'arriver. Il est notre frère, notre ami, mais il a fait preuve d'excès de zèle. D'abord, il y a toujours la loi et la politique. Dans ce cas-là, c'est la loi et la politique. Il a invoqué la loi. Mais sur le terrain de la loi, les arguments qui disent à Pastef ne le faites pas sont de faux arguments. Vous savez, monsieur, je veux vous parler un peu de la loi. Pardonnez-moi. La loi, c'est toujours quelque chose d'écrit. Ce n'est pas parce qu'on l'a lu qu'on le comprend. Absolument pas. La loi fait partie d'un système universel de normes. Toute loi, actuellement. Toute loi fait partie d'un système universel de normes. Salou Diop, que dit la loi sur le financement des partis? Les Sénégalais de la diaspora ont-ils le droit d'apporter un quelconque soutien aux partis politiques de leur choix au Sénégal? Je ne suis pas Salou Diop, hein. C'est Salou Diop qui pose la question. C'est lui qui pose la question. Oui. Donc je peux répondre à Salou Diop pour lui dire oui. Ils ont parfaitement le droit. Parce qu'ils sont des Sénégalais. Ils relèvent de la souveraineté sénégalaise. La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais. Partout où ils se trouvent. Ils sont tous des électeurs. Partout où ils se trouvent dans le monde entier. Et ils sont passibles des tribunaux sénégalais lorsqu'ils commettent des délits partout dans le monde où ils se trouvent. Et en tant que Sénégalais, partout où ils sont, c'est le national sénégalais. Quand la loi parle d'argent qui vient de l'étranger, c'est d'argent qui vient de fonds étrangers. Une loi s'interprète par sa cause, son exposé des motifs et sa raison d'être. Une loi ne se lit pas, elle se connaît, elle se comprend dans l'ordre mondial. Tout Sénégalais du monde entier participe à l'œuvre du Sénégal comme si elle était au Sénégal. Pourquoi donc notre argent va soutenir et aider tous les Sénégalais qui sont à l'étranger? Et dans un tel cas de figure, il faudra prouver que les fonds collectés proviennent des Sénégalais et non d'étrangers. Non. Ce n'est pas à lui à le prouver. Oui. C'est à celui qui accuse, qui prouve. Vous voyez, la loi, elle est compliquée. Et Pastef a publié un peu ses états financiers. C'est l'accusateur. Oui. Pastef n'a rien à prouver. Oui. Doudou Ndoye avec son parti n'a rien à prouver. Oui. Le président Macky Sall avec son parti n'a rien à prouver. C'est l'accusateur qui prouve toujours. C'est celui qui reçoit des documents, qui fouille, qui dit « Ah, je vois que ces 100 millions-là viennent de Mamadou Ibra Kane, grec, installé en Grèce. » Ah, pourquoi? C'est celui qui accuse, qui cherche la petite bête et qui prouve. Mais ce n'est pas celui qui vit qui doit prouver qu'il vit. Nous existons comme citoyens, nous avons nos libertés. Mais je dis la République, telle que je la conçois,
donc la République française, parce que nous sommes une république territoriale, c'est le respect des libertés. Mais comment peut-on concevoir dans une constitution en disant, titre tel, les partis politiques, l'opposition, contribuent à l'expression des suffrages et en faire un chapitre, un titre de notre constitution et dire à un opposant, Abdou Diouf sait bien de quoi je parle et pourtant j'étais son garde des Sceaux, j'espère qu'il m'écoute. Lorsque tel jour je lui ai répondu sur cette question alors que j'étais son garde des Sceaux, j'ai toujours été rebelle à toute dictature et à toute violation du droit de qui que ce soit dans mon pays, amis ou ennemis, parce que nos enfants, nos petits-enfants sont nos seuls amis. Il faut qu'on leur laisse une succession dans la paix. Oui. Et dans la paix. Dabakh Malik. Parce que demain, votre ami sera l'ennemi de votre fils. Très bien. Votre ennemi sera l'ami de votre petit-fils. Oui, laissons un pays où l'on respecte tout le monde. Dabakh Malik, toujours sur Facebook. Ce qu'il a fait n'est pas normal. Dabakh Malik. C'est circonstanciel. Il est mon ami personnel. Je ne suis pas d'accord avec lui. Toute personne qui défend cette thèse contre Pastef, je la combattrai. Parce qu'en le faisant, il me combat. Il combat le président Macky Sall. Il combat Abdoulaye Wade, qui est aujourd'hui dans l'opposition. Très bien. Et je veux que nous garantissions les droits pour tout le monde, pour aujourd'hui et pour le futur. Dabakh Malik, toujours sur Facebook. Enfin, Maître n'est plus en mode furtif. Il parle de vous. Le Sphinx n'est plus en hibernation. Lorsque je l'avais rencontré à Casablanca, je lui avais posé la question de savoir pourquoi êtes-vous en mode furtif. Que penses-tu du phénomène Sonko? Il dit, je garde sa réponse sur ce cas précis. Il m'avait répondu, j'observe et je ne suis pas en mode furtif, mais un peu en retrait. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu à propos de Sonko? Mais c'est vrai, j'ai toujours été en retrait depuis quelques années. Oui, à propos de Ousmane Sonko, qu'est-ce que vous aviez dit à Dabakh Malik? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais même pas qui est Dabakh Malik. Je ne me souviens pas. Mais je peux dire aujourd'hui, je ne connais pas Ousmane Sonko. Je ne l'ai jamais vu de ma vie, sauf un journal. Regardez son visage dans un journal. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai vu son visage que sur un journal. Son parti, je n'ai jamais vu rien de son parti. Par contre, je connais le président Macky Sall, c'est mon ami, mais je défends des libertés. Pastef ne peut pas être dissous sur la base de cette campagne de collecte de fonds. Si on le fait, je me présente comme leur avocat, j'irai au Conseil constitutionnel et au Conseil d'État pour eux. Je défends des libertés. Très bien. La ville de Dakar. Je défends des libertés. La ville de Dakar, le statut de la ville de Dakar qui pourrait faire l'objet d'une modification et que la ville telle qu'elle existe aujourd'hui pourrait même disparaître. Telle est l'économie de la réforme qui est envisagée par le gouvernement, le chef de l'État. Ça n'est même exprimé le 31 décembre 2020. Êtes-vous favorable à la suppression de la ville de Dakar? C'est une question très difficile, j'avoue, pour moi-même. Historiquement, ville de Dakar, c'est une organisation administrative de la ville territoriale de Dakar. Le territoire s'appelle une ville. On administre ce territoire par des lois. On dit des communes, la somme des communes, on l'appelle ville. La particularité de cette administration de la ville est que ce sont les citoyens de la ville qui composent l'assemblée, qu'on appelle conseil municipal. Et donc, ceux qui habitent là-dedans viennent diriger leur propre ville. Si vous supprimez cette administration, vous enlevez à chacune de ces personnes la possibilité de venir participer à la vie de sa ville. L'esprit de la décentralisation et des collectivités territoriales qui se trouvent dans la Constitution, c'est permettre aux citoyens de se prononcer sur la vie de leur ville. Donc en supprimant cette ville, on supprime le conseil municipal. Et donc on supprime pour chaque citoyen sa capacité à élire Mahmoud Ibra Kane, à élire Doudou Ndoye, à élire Madame Telle, pour venir représenter dans les petites choses de leur vie quotidienne. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose que d'enlever aux citoyens cette participation à la vie publique. Oui. Maintenant, si le gouvernement le fait, il faut bien qu'il s'explique mieux, beaucoup mieux, pour que les gens l'acceptent. Oui, à la place, on parle d'un conseil départemental. Donc, Dakar est déjà un département. On dit département de Dakar. Le département de Dakar comprend administrativement la ville
Et au cœur de la ville, administrativement, des communes. Oui. Bon, Des communes de plein exercice qui sont passées de communes d'arrondissement à communes de plein exercice. Maintenant, dans la relation entre le conseil départemental et les communes, il faudra peut-être faire en sorte que ce qu'on a enlevé des villes, c'est-à-dire l'assemblée par les populations, que cela se retrouve dans le département. Sinon, c'est le chef de l'État qui reprend les commandes de tout le Sénégal. Déjà, il en a trop pris. Par exemple, nommer le maire de Dakar. Il a déjà trop pris, le chef de l'État. Nommer le maire de Dakar. Est-ce que vous êtes favorable à cette idée aussi, une éventuelle nomination du maire de Dakar? Mais non, ça c'est la folie, c'est pas la peine d'en parler, ça c'est n'importe quoi ça. On nomme pas un maire. Si donc le conseil départemental devrait remplacer le conseil municipal, la ville de Dakar, vous seriez pour ou contre? Je n'ai pas à être pour ni à être contre. Moi, je suis pour ce qui est bon, ce qui me prouve que c'est bon, ou ce qu'on me prouve que c'est mauvais. Conseil départemental, ville de Dakar, ce ne sont que des mots. Encore des mots. Les mots, c'est des mots, M-O-T-S. Je vous ramène au livre de Jean-Paul Sartre, les mots. Ce qui se trouve dans les mots, la réalité des mots, c'est ça qui est important. Quand on dit ville de Dakar aujourd'hui, il y a 140 ou 150 conseillers municipaux qui viennent de toutes les communes de Dakar et qui se retrouvent là-bas pour parler de la ville. Oui. Alors maintenant, quand on dira conseil départemental, s'il y en a 200 qui viennent de la même manière, c'est encore la population qui s'exprime. Mais si on dit conseil départemental, on prend 4 ou 5 personnes en les appelant conseil départemental, au service du pouvoir exécutif, ça devient autre chose. Quand le maire de Dakar dit c'est aux Dakarois de décider du statut de la ville de Dakar. Non, je ne suis pas d'accord. Tout le monde est Dakarois. Qui c'est Dakarois? Donc il faut des élections nouvelles. Tout le monde est Dakarois. Tout ce qui vit à Dakar, Dakar ça va du Cap Manuel, l'hôpital Dantec, aujourd'hui jusqu'à la limite de Pikine. C'est ça Dakar. Alors c'est tout le monde qui va voter encore pour des de statut, ça c'est du n'importe quoi. Le statut de la ville, c'est toujours aux lois et règlements à partir de la Constitution qui en décide. C'est à partir de la Constitution que les lois et règlements décident du statut de la ville. Mais ces lois et règlements ont pour auteur comme projet le chef de l'État, pouvoir exécutif. Donc c'est à lui d'asseoir un raisonnement, des explications et un but qui convainquent la population. Sinon, il fait ce qu'il veut faire parce qu'il a le pouvoir, mais il ne convainc pas sa population. Nazir Sow, quelles sont les solutions concrètes que vous préconisez pour régler le problème du foncier définitivement au Sénégal? Je reprends sa question pour vous la poser en abordant ainsi la question foncière. Régler le foncier définitivement, ça ne peut pas exister au Sénégal ni dans aucun pays du monde. Nous, on vit beaucoup de rêves. Croyez-moi, toujours c'est les mots. On fait attention aux mots. Si vous allez à Paris, tous les jours, il y a des procès fonciers entre un propriétaire, un locataire, 2 propriétaires qui se disputent l'appartement. Il y en a à New York, il y en aura toujours jusqu'à la fin des temps. Mais ici, en Afrique, il y a 2 phénomènes. Et je garantis que si on les règle, on ne parlera plus de scandale. La première, c'est la relation historique entre l'accaparement des terres par des lois françaises sur le dos de nos coutumes. La deuxième, c'est l'accaparement des terres par des lois sénégalaises sur nous. Tout ça, c'est une seule question. La deuxième question, ça va vous arriver, vous tous, et tous les Sénégalais, et moi compris, et le président de la République compris, parce que nous sommes des Sénégalais, simplement. En France, il y a 1 siècle ou 2, et même encore maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand un homme se marie avec une femme, en France, ils sont 2. Souvent un enfant ou 2, ils sont 4, souvent sans enfants. Et quand on meurt, on laisse un appartement ou 2 ou 3 châteaux, la succession est facile. Facile, en général. Au Sénégal, un homme se mariait avec 1, avec 2, avec 3, avec 4 femmes. Et encore aujourd'hui, mon père, mon grand-père, nos pères, nos grands-pères, chaque femme laisse 3 enfants. Ils sont tous morts. Chacun des enfants a laissé 7 enfants. Aujourd'hui, dans chaque maison de Dakar, il y a 270 personnes qui doivent signer. Et demain, ce sera 270 de vos petits-enfants qui signeront. Et des miens. Personne ne peut résoudre ce genre de problème. Il y a des lois, et c'est là où je résume, il y a des lois françaises écrites pour les Français.
que je regrette, le président Senghor nous a mis dans notre code de la famille, ici, alors qu'on a des familles différentes, d'origines différentes, d'essences différentes. Et aujourd'hui, nous sommes paralysés, notre économie est paralysée, notre richesse est paralysée. Vous allez dans n'importe quelle grande maison à Dakar, vous trouverez 50 personnes qui meurent de faim. On ne peut pas, dans une capitale, aller dans une maison, dans une capitale du monde, où de 1000 mètres carrés, de 500 mètres carrés, trouver les propriétaires qui meurent de faim. Ce n'est qu'à Dakar. Mais je les change, je peux le faire. Il faut... La solution est Doudou Ndoye. Je suis clair? La solution est Doudou Ndoye. Je suis capable, avec des gens, de changer ça et de donner au Sénégal enfin sa liberté. Une façon de demander la présidence de la Commission nationale de réforme foncière. Non, j'ai déjà dit dans une télévision que je ne présiderai plus jamais une commission foncière. J'ai commis quand vous dites donnez-moi, c'est quoi? Ça correspond à quoi? La commission foncière, le président de la République ne me l'a pas donnée, c'est moi qui l'ai créée, il le sait. Mais comme chef d'État, il a signé les décrets que moi je lui ai proposés. Je suis clair, non? Quand vous dites la solution, c'est vous, ça veut dire quoi exactement? Je vais y arriver. Je l'ai géré, tout le monde a été blablabla, je l'ai rendu. Je ne le prendrai plus jamais. Je ne le ferai plus jamais et personne ne le fera non plus. La solution, c'est vous, ça veut dire quoi? Quand j'ai démissionné, j'ai dit personne ne fera la réforme foncière. Je l'ai dit à la radio. Et personne ne l'a fait encore. On l'attend toujours, oui. On l'attendra longtemps. Quand vous dites la solution, c'est vous, ça renvoie à quoi? La solution, ça renvoie à quoi? Oui. Le chef de l'État sait de quoi je parle. Parce qu'il y a des choses que je ne dis pas à la télé. Il sait de quoi je parle. C'est la fin. La solution, c'est moi. Il sait de quoi je parle. C'est la fin de cette émission, le jury du dimanche. Merci, Maître Doudou Ndoye. C'était un plaisir de vous recevoir. Vous êtes le président de l'Union pour la République. Vous êtes ancien ministre de la Justice. Mahmoud Ibra Kane pour présenter le jury du dimanche. Aliou Diouf, Pape Doudou Diallo, Maïmouna pour le compte du site immedia.sn. Les réseaux sociaux, Mamadou Diagne, Biram Pouy. Merci à Abdoulaye Ndiaye pour la réalisation. Ibamar pour la prise de son. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.